Alors, si Monsieur Sitbon est là, donc Monsieur Sitbon, on vous souhaite la bienvenue à notre congrès virtuel, ces 25e journée de l'Association marocaine de cardiologie. Alors, Monsieur Sitbon Merci de votre invitation. Alors, Monsieur Sitbon est professeur de pneumologie au Centre de référence de l'hypertension artérielle pulmonaire à l'hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris. Il est directeur de l'équipe de recherche clinique du groupe de recherche dirigé par le professeur Humbert de l'Université Paris-Sud sur l'hypertension pulmonaire, physiopathologie et nouvelles thérapies. Il est aussi membre du département hospitalo-universitaire sur donc le centre d'innovation du thorax de Torino. Il est président du groupe sur l'hypertension pulmonaire de l'Assemblée 13 de la Société européenne des maladies pulmonaires, des maladies vasculaires pulmonaires et membre du comité scientifique de la Société pneumologie de langue française. Donc, un éminent orateur et un grand expert de l'hypertension pulmonaire et qui va animer ce symposium des laboratoires Jensen et Jensen. Voilà, à vous la parole, Monsieur Sitbon. Merci beaucoup pour votre invitation. Bon, c'est pas la première fois qu'on va parler de tout ça, mais c'est la première fois que je discute de ces stratégies thérapeutiques dans l'hypertension artérielle pulmonaire dans le cadre de votre congrès de cardiologie. Donc je vais d'emblée rentrer dans le vif du sujet. Il faut que je crois que je partage mon écran. Alors comment il faut que je fasse ça? Partager l'écran, voilà. Est-ce que là c'est... Je pense que c'est pas trop mal. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait, Monsieur Sitbon. Très bien, voilà. C'est toujours le petit problème technique à la dernière minute. Donc aujourd'hui, on va parler là dans les 20-25 minutes que nous avons devant nous de stratification du risque et de stratégie thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Hein. Pas toutes les hypertensions pulmonaires, mais uniquement l'hypertension artérielle pulmonaire, ce groupe de maladies qui est caractérisé donc par la prolifération des petits vaisseaux. C'est des maladies qui sont assez rares, dans lesquelles on va trouver l'HTAP idiopathique, irritable, associé aux médicaments, associé à la sclérodermie, associé à l'hypertension portale, etc. Donc on ne parle pas du tout des maladies du cœur gauche, des maladies respiratoires, de l'hypertension thromboembolique chronique, qui ont des prises en charge qui sont extrêmement différentes. Alors ça, ce sont mes liens d'intérêt que je vous présente ici sur cette diapositive. On va d'emblée commencer par l'algorithme. Alors l'algorithme de traitement qui vient des guidelines de 2015 et qui a été un petit peu reformaté à l'occasion du congrès mondial de l'hypertension pulmonaire qui s'est tenu à Nice en 2018, donc il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Alors, dans cet algorithme de traitement, on a essayé de mettre en place un petit peu les indications à la fois de traitement initial et de traitement combiné au cours du suivi en fonction d'un niveau de risque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce niveau de risque? Risque faible, risque intermédiaire, haut risque, on va y revenir. Ce qui est important de voir dans cet algorithme, c'est que maintenant, le gold standard, c'est de considérer un traitement d'emblée par une bithérapie orale. On va là aussi y revenir. Et puis pour la majorité des cas d'hypertension artérielle pulmonaire, et puis pour les formes les plus sévères, plutôt un traitement combiné avec une prostacycline parentérale qui va nous amener chez les patients les plus jeunes et sans comorbidité vers la transplantation. Parfois, pas toujours, mais en tout cas, il faut y penser suffisamment tôt. Et puis, toute la stratégie, c'est de régulièrement réévaluer le risque et de manière à considérer une escalade thérapeutique sans trop tarder si on n'obtient pas les objectifs que l'on s'est fixés. Alors, tout en haut de cet algorithme, il y a d'abord bien considérer que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie rare qui doit être prise en charge dans des centres d'expertise.
Et puis, chez les malades non vasoréactifs, ce qui est l'immense majorité des malades, les malades vasoréactifs, c'est 5% des HTAP idiopathiques, c'est exceptionnel. Ce sont des malades qui vont répondre aux antagonistes calciques, c'est pas la question ce soir. Et c'est des malades qui vont vivre comme vous et moi. Pour l'immense majorité des malades qui sont non vasoréactifs, on va envisager des traitements qui vont cibler la dysfonction endothéliale. Donc, il y a les trois fameuses voies dysfonctionnelles, la voie du NO, la voie de la prostacycline, la voie de l'endothéline. Et donc, à partir de, quand on va cibler ces différentes voies physiopathologiques dysfonctionnelles, on va essayer soit de contrecarrer les effets délétères de l'endothéline, soit au contraire d'activer deux voies qui sont plutôt bénéfiques, qui sont la voie du NO ou la voie de la prostacycline. Donc, on a plein de médicaments là, actuellement disponibles, des antagonistes de l'endothéline, des inhibiteurs de la PDE5, un stimulateur de la guanylate cyclase qui active directement le GMP cyclique, qui malheureusement, par exemple pour la France, n'est pas remboursé pour l'HTAP, mais uniquement pour l'hypertension thrombolique chronique. Et puis les prostacyclines qui sont très variées, parce qu'on ne peut pas les mettre toutes dans le même sac. On a l'époprosténone intraveineux, tout seigneur, tout honneur, je dirais. C'est le premier médicament, mais c'est de loin aussi le plus efficace. Le tréprostinil sous-cutané. Et puis récemment, on a le Celexipa qui est un agoniste des récepteurs de la prostacycline. On ne peut pas les comparer les uns avec les autres. Et vous allez voir que leurs indications sont un petit peu différentes les unes des autres. Alors, quand on regarde la survie de l'HTAP, ça reste quand même une maladie qui est grave, puisque ça, c'est la cohorte française d'HTAP idiopathique héritable ou associée aux anorexigènes, qu'on regarde toujours ensemble parce que leur survie est extrêmement. D'abord, leur présentation clinique est extrêmement proche, et puis leur survie et leur évolution est également très, très proche, très différent de la sclérodermie, de l'hypertension portale, etc., des autres formes. Donc ces trois-là, généralement, on les étudie ensemble. Vous voyez qu'il y a quelques années, en 2002-2003, ça fait, quand je dis quelques années, ça fait 18 ans maintenant, 17-18 ans, la survie à cette époque-là, c'était la survie à 3 ans de 58%, avec à l'époque essentiellement des malades qui étaient traités en monothérapie, parfois de la prostacycline, parfois d'antagonistes d'endothéline, et puis rarement des IPDE5, parce que c'était à cette époque-là pas encore vraiment disponible. Et vous voyez que la survie s'est quand même pas mal améliorée. On a analysé dans le registre français une cohorte de près de 1600 malades entre 2006 et 2016. Et vous voyez que la survie s'est quand même pas mal améliorée, puisqu'on a gagné 15% de survie à 3 ans, ce qui est quand même pas mal en l'espace d'une dizaine d'années. Alors, comment est-ce qu'on peut encore essayer de faire mieux? On peut essayer de faire mieux avec ce qu'on a, et c'est ce dont on va discuter ce soir. Mieux évaluer le risque, mieux envisager l'intervention pharmacologique, ne pas oublier bien sûr la transplantation. Le diagnostic précoce, c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu une chimère. C'est-à-dire que le diagnostic précoce, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quand on diagnostique les malades, ils sont dans 80% des cas en classe fonctionnelle 3 ou 4, avec une hémodynamique avec 10 unités août de résistance vasculaire pulmonaire et une PAP moyenne aux alentours de 50 à 60. Donc le early diagnosis, je ne sais pas trop comment on peut faire ça. C'est sûrement dans certains groupes à risque, comme dans la sclérodermie, dans l'HTAP idiopathique, c'est totalement illusoire. Donc, ce qu'il faut plutôt axer, c'est comment, une fois qu'on a fait le diagnostic, comment bien évaluer le malade et comment bien lui donner le bon traitement. C'est le bon traitement pour le bon malade, si je puis dire. Et puis, il y a un certain nombre d'autres médicaments qui sont en cours de développement. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup d'essais négatifs dans les médicaments qui ciblent d'autres voies que la dysfonction endothéliale. Mais il y a certains où on commence à émerger en tout cas une ou deux voies qui semblent intéressantes, en particulier la voie du TGF-bêta et la voie des facteurs de croissance, en particulier du PDGF. Les autres, ça reste pour l'instant assez anecdotique. Alors, quand on veut, ce qui est recommandé dans les guidelines, ça c'est les guidelines de l'ESC et de l'ERS, ce qui est recommandé, c'est d'évaluer la sévérité de l'HTAP avec un panel de mesures qui évalue à la fois la clinique, les tests d'exercice, les marqueurs biochimiques, les biomarqueurs, parce que le NT-proBNP, l'écho et l'hémodynamique. Ça, c'est très forte recommandation avec un niveau d'évidence qui est faible. Donc, classe 1, le niveau d'évidence C. Et ce qui est également recommandé, c'est de régulièrement réévaluer les malades
tous les 3 à 6 mois, même chez les malades qui sont parfaitement stables. Et l'objectif de traitement, c'est de maintenir un risque faible, et on va voir ce que ça veut dire un risque faible, et ça doit être considéré en tout cas comme l'objectif thérapeutique, et tout ce qui est en dehors de ça n'est pas, on considère que le patient n'est pas l'objectif tant qu'il n'est pas à risque faible. Alors pour ça, pour évaluer ce risque, il y a un certain nombre d'équations qui ont été proposées depuis très longtemps, déjà depuis du temps de l'équation du NIH, c'était dans les années 80, à une époque où il n'y avait aucun traitement, on avait une équation qui permettait d'évaluer la survie en fonction de critères hémodynamiques. Et puis il y a eu l'équation française, pareil, au début des années 2000, pareil, c'était des données essentiellement hémodynamiques, aussi de tests de marche. Pareil dans l'équation ce qu'on appelle pH connection, qui était une équation qui a été développée par nos amis de Chicago. Et puis, petit à petit, des scores ont été envisagés. Il y a le Scottish Composite Score qui tenait compte aussi d'autres paramètres, mais qui n'a pas vraiment été développé. Et puis, il y a eu deux scores qui sont, deux scores. Le score Reveal, qui est de la cohorte américaine, et puis la table de risque de l'ESC et de l'ERS, qui vient donc des guidelines et qui est une très fameuse table de risque que l'on va voir maintenant. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, parce que le score Reveal, il y a beaucoup de choses qui sont pas très très exactes, et en particulier dans le score Reveal américain, il y a beaucoup de paramètres qui sont non modifiables. Donc on met dans un score des paramètres non modifiables, ça permet d'évaluer le pronostic, mais ça ne permet pas forcément de considérer cela comme des objectifs thérapeutiques. Le score Reveal, je dirais, il est un peu trop. Et si on fait le score Reveal à baseline, on a 50% des malades qui sont à faible risque dès le départ. Si on prend d'autres scores, comme ce que l'on fait avec la table de risque de l'ESC et de l'ERS, on n'a que 15% des malades qui sont à faible risque au départ, ce qui correspond très probablement plus à la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse table de l'ESC et de l'ERS? C'est probablement la plus citée des tables de l'ESC et de l'ERS pour ce qui concerne l'HTAP dans les guidelines. Donc, vous voyez, on va estimer. Donc, d'abord, il faut bien savoir que cette table elle a été faite uniquement de l'opinion d'experts. Il y a assez peu de données très très fiables sur le plan dans la littérature. Donc, elle va estimer à partir de variables cliniques, de capacité d'exercice ou d'évaluation de la fonction ventriculaire droite. En fonction de certains cut-off, le malade va être considéré à faible risque, moins de 5% de mortalité à 1 an, un risque intermédiaire entre 5 et 10%, ou à haut risque, plus de 10% de mortalité à 1 an. Si on prend l'exemple, par exemple, de la classe fonctionnelle NYHA, classe 1-2, c'est faible risque, classe 3, c'est risque intermédiaire, classe 4, c'est haut risque. Bon, ça paraît clair. Le test de marche, les cut-offs sont discutables, hein, plus de 440 mètres pour le faible risque, moins de 165 pour le risque élevé, ça ne tient pas compte de l'âge. C'est plus difficile. Il y a pour certains malades, ils n'arriveront jamais à plus de 440 mètres. Hein, quand on fait 1m50 et qu'on a 75 ans, c'est difficile de marcher plus de 440 mètres en 6 minutes. Il y a des critères également sur l'épreuve d'effort, sur le NT-proBNP. Ça, moi, j'y crois très fort. Hein, c'est vraiment un critère qui écrase tout pratiquement, on va le voir. BNP moins de 50, NT-proBNP moins de 300, donc c'est vraiment des valeurs normales, strictement normales de BNP ou de NT-proBNP. L'écho, c'est le parent pauvre, hein, il y a juste la surface de l'oreillette droite hein, qui est considérée comme étant un critère, et l'absence de dépochement péricardique. Et puis il y a 3 critères hémodynamiques, je dirais, c'est tout sauf la PAP, hein, c'est-à-dire la pression dans l'oreillette droite, c'est la pression dans l'oreillette droite, l'index cardiaque et la SVO2. Donc, en fonction de ça, on va catégoriser le malade. Alors, le problème, c'est comment le catégoriser. Combien il faut de critères pour considérer qu'un malade est à faible risque, un risque intermédiaire, haut risque. Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont été évaluées. Donc, la première, ils l'ont fait un peu ensemble, c'est les Suédois qui ont inventé ça. Ils ont pris 8 critères dans leur cohorte de 500 et quelques malades, et puis ils ont pris pour chaque malade, chaque critère qui était à faible risque, ils ont compté 1. Chaque critère à risque intermédiaire, ils ont compté 2. Et chaque critère à haut risque, ils ont compté 3. Ils ont fait la somme de tout ça et ils ont divisé par le nombre de variables disponibles. Alors, c'est sûr que plus on a de variables disponibles, plus on est précis. Et
dans leur papier, ils disent par exemple, avec 2 variables, ça suffit pour déterminer le risque, qui à mon avis est un petit peu léger. Et pareil dans Compera. Donc Compera, c'est une cohorte allemande, une grosse cohorte allemande, plus de 1500 malades, 1600 presque. Et vous voyez que dans cette cohorte, il n'y avait pas les critères écho. C'était les mêmes sans les critères écho, classe fonctionnelle, test de marche, biomarqueurs et puis l'hémodynamique. Et ils ont pris exactement la même méthodologie. Et ils montrent que ça soit à baseline ou à follow-up, surtout au moment du suivi, on a une très forte des différences très importantes en termes de survie en fonction de si le malade il est classé risque faible, intermédiaire ou élevé. Donc ça marche bien, en particulier au cours du suivi, comme on le voit dans la cohorte suédoise ici, où les malades qui sont à faible risque au cours du suivi, ils ont un excellent pronostic, risque intermédiaire c'est beaucoup moins bon, et au risque c'est catastrophique. Donc ça c'est vraiment, on voit ça dans la cohorte suédoise, ces résultats sont très importants. Dans la cohorte Compera, c'est moins évident, puisque même les malades à faible risque, il y a quand même une mortalité importante, de l'ordre de 30% à 5 ans, ce qui est un peu curieux, mais la cohorte Compera est très particulière, la moyenne d'âge est très élevée, et donc ceci explique peut-être cela. Et ce qui est intéressant, c'est que le changement du risque est aussi un impact pronostic. Les malades, quand ils sont reclassifiés à faible risque au cours du suivi, quel que soit leur risque initial, ils vont avoir la même survie que les malades qui sont à faible risque tout le temps. Donc, on a quand même le sentiment que quand on évalue bien le risque faible au cours du suivi, on peut considérer ça comme un objectif thérapeutique et ça doit être notre objectif. Alors en France, on a fait un peu différent. On a pris les données de notre registre. On a pris tous les malades qui avaient au moins une réévaluation au bout de 6 mois, et pour pouvoir évaluer l'évolution sous traitement et quel était l'impact finalement de l'évaluation de ce risque au cours du suivi. Et on a pris 4 critères. On a pris la classe fonctionnelle, test de marche et 2 critères hémodynamiques, tout simplement parce qu'on les avait pour tous les malades. Et puis, dans un deuxième temps, dans une sous-étude, on a rajouté le BNP, NT-proBNP. Donc, sur la première, il y a plus de 1000 malades. Avec le BNP, il y en a 600. Et ça, nous, on s'est intéressé qu'au faible risque. On ne s'est pas du tout intéressé à savoir si leur malade est à risque intermédiaire ou élevé. L'objectif, c'était la détermination des objectifs thérapeutiques. Et on a montré que plus on avait de critères à faible risque, ça c'est les données au suivi, par exemple, après 3-4 mois après le diagnostic et la mise en route d'un traitement, plus on avait de critères à faible risque, dans ces 4-là, meilleur était le pronostic, avec ces 4 critères étant totalement indépendants les uns des autres. Vous voyez que quand on obtient 3 ou 4 critères, mais surtout 4 critères, le pronostic est excellent, parce que 4 critères, être au cours du suivi avec ces 4 critères-là, on a une survie qui est à plus de 95% à 5 ans. Donc un excellent pronostic. Bien sûr, ce n'est pas beaucoup de malades, c'est 175 sur 1000, donc ça fait un peu moins de 20%. Et dans un deuxième temps, on a rajouté le BNP, le critère BNP ou NT-proBNP. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand je vous ai dit que c'était probablement le plus important, ça écrasait tout. Et effectivement, ça écrase les critères hémodynamiques. Et les critères hémodynamiques ne sortent plus de façon indépendante. Ils sont complètement surpassés, si on peut dire, par le BNP ou le NT-proBNP. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est très utile, en particulier pour le suivi des malades. C'est-à-dire que apprécier la classe fonctionnelle, faire un test de marche et une prise de sang pour le NT-proBNP, c'est hyper simple. Et ça permet de suivre de façon simple les malades, en particulier en consultation. Et quand on a ces 3 critères faible risque, vous voyez que la survie à 5 ans, elle est de 97%. Donc, tant qu'on a ces 3 critères faible risque, je dirais, on n'a pas besoin de grand chose d'autre pour évaluer la maladie. Moi, je suis maintenant plein de malades comme ça, avec juste discussion avec le malade, donc la classe fonctionnelle, un test de marche, c'est rien, ça dure 6 minutes, et puis une prise de sang avec le NT-proBNP. Puis de temps en temps, j'en fais une écho, et beaucoup plus rarement un KT, mais ça ne me sert pas à grand-chose. En fait, tant qu'on est dans ces 3 critères-là, finalement, le reste va bien également. Les Allemands, ils ont fait ça exactement la même chose dans leur cohorte, parce qu'ils nous ont même félicités. Pour une fois que les Allemands nous félicitent, ça nous fait toujours plaisir. Et ils ont retrouvé exactement la même chose. Alors à partir de là, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à envisager les différents traitements, puisque quand on n'est pas aux objectifs, il va falloir renforcer le traitement.
Ça, c'est ce qu'on appelle les traitements combinés séquentiels. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un certain traitement, et puis on va renforcer le traitement si le malade n'est pas aux objectifs thérapeutiques. Donc ça a été montré au moins dans 2 études, qui est l'étude Séraphin et l'étude Griffon, où chez des malades, soit qui n'avaient pas de traitement, soit qui étaient déjà traités par une monothérapie pour l'étude Séraphin, auquel on rajoutait du macitentan, finalement, on allait diminuer les événements qui témoignaient de la progression de la maladie. Et pareil pour le Selexipag, soit chez des malades sans traitement, mais plutôt chez des malades déjà traités en monothérapie et même en bithérapie. Donc, on a testé une trithérapie. Donc, dans cette étude-là, l'étude Griffon, pareil, avec un critère de jugement qui était le temps jusqu'au premier événement, qui était soit le décès, soit un événement de morbidité, hospitalisation pour l'HTAP, par exemple, ou des événements ou des critères qui témoignent de la progression de la maladie. Eh bien, on en a moins, et moins vite, en tout cas, avec le rajout du Selexipag par rapport au placebo. Je vais vous montrer ces résultats. Donc, dans l'étude Séraphin, vous voyez qu'on a une diminution de 45% de la survenue des événements quand on rajoute le macitentan, donc un antagoniste de l'endothéline, à des malades qui ont soit rien, soit déjà un IPDE5, et vous voyez qu'on a beaucoup moins d'événements que sous placebo. Et ce qui va faire la différence de ces 2 courbes de survie, c'est pas le décès, c'est la progression de la maladie, qui est quand même le critère le plus mou, mais qui est aussi le critère qui permet de montrer des différences. Quand on regarde le test de marche de 6 minutes, là encore, on a une amélioration qui est pas importante, mais qui est notable, ce qui est un petit peu normal, d'augmenter de 18 mètres chez des malades ou de 20 mètres chez des malades qui sont déjà traités. C'est habituellement ce que l'on observe. Donc là, c'est très significatif parce que, bien entendu, il y a beaucoup de malades. Il y avait plus de 700 malades dans cette étude. Et quand on regarde la mortalité, il n'y a pas de différence importante sur la mortalité à la fin de l'étude. Il y a un petit gain qui est non significatif, donc on va dire qu'il n'y a pas de différence significative sur la mortalité. Dans l'étude Griffon, les résultats sont un peu similaires. Vous voyez qu'on a une réduction de 40% des événements sous Selexipag par rapport au placebo, et ça, c'est les principaux éléments qui vont faire cette différence. C'est l'hospitalisation pour la HTAP et les éléments de la maladie qui étaient aggravation de la classe fonctionnelle, nécessité d'un autre traitement, détérioration du test de marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, les malades qui sont déjà sous bithérapie, donc qui reçoivent déjà un antagoniste d'endothéline et un IPDE5, le fait de rajouter du Selexipag, c'est surtout efficace chez les malades les moins graves, donc chez les malades qui sont en classe 2. Vous voyez que là, on a une différence qui est très importante en termes de survie sans événement, avec une réduction de 63% entre ces deux courbes, alors que pour les malades les plus sévères, en classe 3, la différence est beaucoup moins marquée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que peut-être le Selexipag, sa place, c'est pas d'attendre que les malades aillent mal, parce que quand on attend que les malades aillent mal, déjà sous bithérapie, c'est trop tard, et c'est plutôt l'indication à ce moment-là des traitements des prostacyclines parentérales, soit par voie sous-cutanée, soit intraveineuse. Donc il faut peut-être anticiper un peu, et chez des malades qui ont peu sévères, alors il faut trouver quels sont les bons critères, peut-être introduire ce médicament de façon plus précoce. Alors quand on regarde les thérapies, la monothérapie, ça améliore la mortalité. Ça a été montré à l'époque, mais c'est assez logique puisque on se comparait à rien, donc il y avait ça améliore la mortalité dans une méta-analyse, mais en tout cas, il n'y a aucune étude, en dehors d'études, la première étude avec l'époprosténol, qui montre un gain de mortalité à court terme. Donc, la seule étude, il a fallu faire une méta-analyse, et la méta-analyse, elle montre un bénéfice en termes de mortalité. Pour la thérapie combinée séquentielle, ça, en tout cas, diminue les événements d'aggravation de la maladie. Donc, 16 essais mis dans une méta-analyse, là encore. Diminution des événements d'aggravation de la maladie, diminution des hospitalisations, par contre, pas de différence de mortalité. Et c'est pas très étonnant parce que là encore, le comparateur, c'est des malades déjà traités. C'est ce que je vous montre là sur cette diapositive. Vous voyez que le bénéfice sur la mortalité, il est évident chez en monothérapie parce que le groupe contrôle, c'est aucun traitement, alors que dans le groupe de malades prévalents déjà traités, forcément, la marche est beaucoup plus haute. Et donc, le gain, là, est plus difficile à obtenir. On va passer maintenant au traitement combiné
initiale. Ça, c'est une nouvelle stratégie qui a été lancée il y a quelques années. Donc, pour le traitement combiné initial oral, il y a l'étude Ambition qui est positive, on va la voir rapidement. Et puis, pour les trithérapies avec une prostacycline, on a maintenant l'étude Triton, qui est l'étude macitentan-tadalafil et sédexipag, dont je vais vous montrer à la fin les résultats, mais qui est malheureusement un peu décevante. Et puis, il y a il y a des données non contrôlées, des données de registre qui montrent que il y a un intérêt à la trithérapie chez les malades les plus sévères. C'est ce qu'on avait publié avec le bosentan-sildenafil et époprosténol, et on a maintenant des données avec d'autres antagonistes d'endothéline et IPDE5 et le tréprostinil sous-cutané. Alors, Ambition, c'était une étude de stratégie de 500 malades naïfs de traitement, donc nouvellement diagnostiqués. Et là encore, le endpoint principal, c'était le temps jusqu'au premier événement. C'est un critère composite, comme pour les 2 études précédentes qu'on a vu tout à l'heure, qui était soit le décès, soit l'hospitalisation, soit la progression de la maladie. Et il y avait même un autre critère qui était la réponse non satisfaisante. En fait, ça ne sort pas vraiment. Là encore, donc là, vous voyez une diminution de 50% en faveur du traitement combiné embrisentan et tadalafil par rapport à la monothérapie à part embrisentan ou tadalafil. Et ce qui va faire la différence, là, c'est les hospitalisations. Hospitalisation pour aggravation de la maladie, pour aggravation de l'HTAP. On a une amélioration plus marquée du test de marche sous bithérapie que sous monothérapie. On a une diminution plus marquée du NT-proBNP sous bithérapie que sous monothérapie. Donc tout va un peu dans le même sens. Et donc maintenant, on considère que la bithérapie orale par un antagoniste d'endothéline et un IPDE5, ça reste le traitement de première intention pour la grande majorité des malades. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'hémodynamique dans Ambition. Il y a une sous-étude à Bologne qui a, sur quelques malades, avait regardé les résultats hémodynamiques. Il montre quand même des résultats hémodynamiques qui sont assez importants. Et quand on regarde ce qui a été fait sur macitentan-tadalafil, on a quand même des résultats hémodynamiques qui sont quand même assez marqués, avec des baisses à la fois de pression pulmonaire, ce qui est quand même pas banal, de l'ordre de 10 à 12 mm de mercure, et puis des baisses de résistance entre 50 et 60%, plutôt autour de 50%, on va dire, dans l'étude Triton, dans le bras bithérapie, vous voyez, 124 malades, ça baisse de 50% avec la bithérapie. Malheureusement, ça baisse aussi de 50% avec la trithérapie, en ajoutant le sédexipag, mais je en reparlerai à la fin. Alors, au-delà de la bithérapie, il y a la trithérapie. Alors, quand on parle de trithérapie, c'est plutôt une trithérapie avec une prostacycline parentérale, donc une prostacycline parentérale, là, en l'occurrence, c'était l'époprosténol intraveineux, donc 19 malades, en fait. Un qui a été transplanté rapidement, et 18 qui ont été suivis au long terme. Donc, des malades graves, vous voyez, 10 sur 18 qui sont en classe 4, très graves sur le plan hémodynamique, plutôt jeunes, ce sont des malades qui ont en moyenne 39 ans, mais très sévères sur le plan hémodynamique. Vous voyez qu'après 4 mois de trithérapie par époprosténol intraveineux, plus bosentan, plus sildenafil, tout ça donné, on va dire, dans la première semaine. Donc, initialement, on a des baisses de résistance pulmonaire de l'ordre de 70%, des baisses de PAP moyenne de l'ordre de 20 mm de mercure. Certains malades ont complètement normalisé leur pression pulmonaire. C'est des malades non répondeurs en aigu, bien entendu. Et donc, on a des résultats qui sont assez spectaculaires et des résultats à long terme qui sont aussi très intéressants. Survie de 134% à 5 ans. Des résultats tout à fait similaires ont été retrouvés par nos collègues qui ont utilisé un autre type de combinaison. C'est très récent, ça c'est 2020. La première c'est 2014. Il fallait attendre 6 ans pour avoir un deuxième papier là-dessus. Donc tréprostinil sous-cutané, embrisentan tadalafil, exactement les mêmes résultats en termes d'amélioration hémodynamique, une baisse d'environ 20 mm de mercure de PAP, une baisse d'environ 70% des résistances vasculaires pulmonaires et une amélioration, ce qui est assez logique, de la fonction VD en écho. Alors, quand on améliore autant l'hémodynamique invasive, on améliore forcément la fonction ventriculaire. Et récemment, on a décidé dans le registre français d'essayer de voir finalement quel était l'impact du choix thérapeutique initial sur la survie à long terme. Sachant que les malades, ils peuvent aussi changer de traitement, mais déjà de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a repris sur 12 ans
1600 patients initiés initiés par un traitement de l'HTAP. Vous voyez que la majorité, ça c'est une cohorte de 2006 à 2018, il y a encore 62% de malades qui sont initiés en monothérapie, ce qui est tout à fait considérable, alors qu'on dit depuis des années qu'il faut donner de la bithérapie. Donc, la bithérapie, ça reste quand même pas négatif, 33%, c'est pas si mal, mais on peut encore beaucoup mieux faire. C'est sûrement un peu mieux dans les années récentes. Et il y a un petit nombre de malades qui ont été initiés en trithérapie. Trithérapie, c'est ça surtout qu'on a voulu regarder. Et quand on regarde ce qui se passe en termes d'amélioration des critères de risque faible, c'est-à-dire d'objectifs thérapeutiques, vous voyez que les malades initiés en trithérapie qui sont les plus graves, surtout dans le jaune-rouge, on va dire, qui n'ont aucun critère à faible risque, c'est ceux qui gagnent le plus de critères à faible risque au premier suivi, c'est-à-dire après 4 mois. C'est beaucoup plus qu'en bithérapie, beaucoup plus qu'en monothérapie. Alors, c'est quasiment inversé. Là, on a déjà des malades pas trop graves qui reçoivent une monothérapie. Vous voyez, le gain est quand même pas énorme. Là, il est un peu plus pour la bithérapie et il est majeur pour la trithérapie avec 80% des malades qui atteignent 3 ou 4 critères à faible risque. Et en termes de survie, ça c'est très intéressant, c'est que quand on regarde la survie à long terme, à 5 ans, il n'y a pas de différence entre mono et bithérapie, alors que la trithérapie, c'est très, très, très au-dessus en termes de survie. Alors, comment on explique qu'il n'y ait pas forcément de différence entre la mono et la bithérapie? Alors, c'est très difficile de l'analyser sur le plan statistique, mais ce que l'on constate, j'entendais tout à l'heure parler de biais d'immortalité, c'est si on considère les malades qui sont combinés uniquement, on crée un biais d'immortalité parce qu'on ne tient pas compte de ceux qui sont morts précédemment. Donc là, quand on fait les malades initiés en monothérapie, il y a près de la moitié qui vont rapidement être combinés en bithérapie, voire en trithérapie, alors qu'il y en a beaucoup moins quand ils sont déjà en bithérapie. Ceci explique peut-être cela. Mais vous allez voir que c'est pas chez les malades à risque intermédiaire, par contre, on a une différence entre les deux, alors que chez les malades à haut risque, on n'a aucune différence entre les deux. Alors, on a essayé de rechercher quels étaient les facteurs pronostiques. Donc, on retrouve en analyse unitaire, c'est-à-dire plein de critères hémodynamiques, le test de marche, la classe fonctionnelle 4, l'âge, le sexe, ça c'est toujours pareil. Malheureusement, nous les hommes, on vit moins bien que les femmes, et puis plus on est jeune, plus on vit. Ça paraît assez logique. On retrouve l'étiologie. Pourquoi on retrouve l'étiologie? Parce qu'en fait, on est beaucoup plus agressif avec les formes héritables jeunes qu'avec les autres. C'est pour ça qu'on retrouve l'étiologie. Et on retrouve le traitement combiné triple d'emblée. Et puis en analyse multivariée, ce qui va ressortir, on va retrouver la trithérapie. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça sort de façon indépendante de l'âge, indépendante de la classe fonctionnelle, indépendante de l'hémodynamique, indépendante de tout. Le test de marche, et toujours l'âge et le sexe, donc le sexe féminin, qui est de bon pronostic. Alors on s'est dit, est-ce que ça finalement c'est pas lié uniquement à la prostacycline parentérale? Et donc on a fait une sous-analyse de malades qui recevaient de la prostacycline parentérale, soit en mono, soit en bi, soit en trithérapie. Alors, vous allez me dire, maintenant on fait plus beaucoup de monothérapie par de la prostacycline, surtout d'emblée. Donc, on a eu la chance de pouvoir étudier une cohorte qui était un peu plus ancienne, et donc on a pu regarder ça. Et malgré cela, vous voyez que quand on compare monothérapie par de la prostacycline, bithérapie avec de la prostacycline plus un traitement oral, ou trithérapie, prostacycline plus 2 traitements par voie orale, on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire que la trithérapie, ça fait mieux que tout le reste. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, les 3 groupes, ils sont plutôt comparables, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, puisque en particulier les trithérapies étaient beaucoup plus jeunes. Enfin, j'aurais terminé avec Triton. Donc, Triton, c'était un peu l'espoir de pouvoir faire une trithérapie orale. On ne s'attendait pas forcément à avoir des résultats aussi spectaculaires qu'avec la trithérapie parentérale, mais on espérait quand même avoir un petit gain de la trithérapie orale avec Selexipag, macitentan-tadalafil par rapport à la bithérapie. Et en fait, non, puisque le critère principal de jugement, c'était les baisses des résistances vasculaires pulmonaires, 54% de baisse sous trithérapie, 52% sous bithérapie, aucune différence à la semaine 26, donc à 6 mois, et c'est exactement pareil pour tous les autres critères secondaires. Bien bien, on n'a pas le droit de les regarder normalement, vu que le critère principal est négatif, mais on les a quand même regardés, et tout va dans le même sens, c'est-à-dire on n'a aucune différence
sur les autres critères hémodynamiques, le NT-proBNP, la capacité fonctionnelle, entre les deux stratégies. Il y a peut-être un petit gain sur le long terme. Enfin, l'étude, elle n'est pas du tout designée pour ça. Et il faut être très, très prudent sur ce signal d'amélioration à long terme. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous ai remis ça un peu à la fin. Alors, je vous ai juste rajouté cet algorithme en disant que maintenant, il y a encore une petite place quand même pour la monothérapie. C'est les patients qui sont plutôt âgés, quand on suspecte en particulier une insuffisance cardiaque, infarction d'éjection préservée, qui est notre grand pourvoyeur de suspicion d'hypertension pulmonaire à l'heure actuelle. Quand on suspecte une maladie véno-occlusive, chez les VIH, parce que les VIH sont souvent des formes très mineures, les hypertensions portopulmonaires ou les combinaisons thérapeutiques sont parfois difficiles. Donc là, il y a sûrement un rôle résiduel pour la monothérapie. Sinon, dans la majorité des cas des malades à risque faible ou intermédiaire, au moins intermédiaire, il faut commencer par un traitement oral, réévaluer. Si on n'est pas à faible risque, il faut en combiner et puis aller jusqu'à la transplantation si c'est nécessaire. Et puis pour les malades les plus sévères, de commencer par une prostacycline intraveineuse avec, je pense, 2 médicaments par voie orale. Donc voilà ma conclusion. Donc on a beaucoup de médicaments, mais stratégie, c'est beaucoup plus important que les médicaments. Qu'il faut réévaluer les malades de façon très régulière et vraiment considérer que le risque faible, c'est l'objectif du traitement à tout moment. Alors peut-être qu'on est un peu trop dur avec les critères de l'ESC-ERS, il faut sûrement pouvoir revoir ça. On l'a fait dans une étude prospective. Nous, on a retrouvé des critères qui sont peut-être un peu moins difficiles à obtenir en étudiant en analysant les facteurs temps dépendants. Donc on a retrouvé donc à peu près les mêmes critères que dans les guidelines, mais avec des cut-offs qui sont un peu moins durs. Le traitement oral, la bithérapie orale, ça devient le gold standard, comme je vous l'ai dit, pour la majorité des malades. Alors après, ce qu'on ne sait pas, c'est commencer par une monothérapie et combiner de façon rapide, peut-être que c'est aussi bien. Ça, il n'y a aucune étude qui permet de le montrer. Et enfin, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que la trithérapie qui inclut une prostacycline parentérale, c'est particulièrement efficace chez les malades les plus graves et peut-être chez des malades aussi un peu moins graves, parce que ça améliore la survie de façon notable. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, professeur Sitbon, pour cette présentation très riche et très intéressante. Donc, peut-être qu'il n'y a pas encore de questions qui parviennent sur la plateforme. Donc, je vais profiter pour vous poser la première question. Donc, est-ce que vous avez une explication à cette bithérapie précoce pour les faibles risques et comment elle devrait améliorer un peu le pronostic de ces patients? Est-ce que c'est en retardant un peu l'évolution de cette maladie obstructive? Dans les faibles risques, je ne suis pas tout à fait certain que la bithérapie ait toute sa place. Dans les faibles risques, je pense qu'on peut se contenter d'une monothérapie. Nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les faibles risques. Dans la grande cohorte française, là, sur les 1600 et quelques malades, là, quand on regarde juste les faibles risques au départ, à baseline, et qu'on fait mono versus bithérapie, il n'y a pas vraiment de différence en termes de pronostic. Donc, je crois qu'il faut, quelle que soit la stratégie qu'on doit utiliser au départ, il faut réévaluer les malades de façon très, très fréquente et ne pas hésiter à combiner dès que possible. Donc, moi, ça ne me gêne pas sur un malade à faible risque de commencer par une monothérapie. Si je n'ai pas les objectifs, je vais combiner au bout de 3-4 mois. Et si je ne les ai pas au bout de 8 mois, je vais encore combiner. Donc, il faut réévaluer très régulièrement les malades et ne pas hésiter à renforcer le traitement si c'est nécessaire. Pour les formes graves, pour les formes à risque intermédiaire, je crois que là, tout le monde est d'accord pour dire que la bithérapie d'emblée, c'est au moins une nécessité. Et puis pour les formes les plus graves, une trithérapie. Et il y a peut-être la place d'une trithérapie dans certaines formes intermédiaires. Parce que plus vite on va améliorer les choses, plus vite on va améliorer les symptômes, plus vite on va améliorer de façon plus importante l'hémodynamique, on a l'impression que meilleur est le pronostic.
Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Merci. Donc, c'est vrai qu'avec la simplification de la stratification du risque que vous proposez, donc classe fonctionnelle, test de marche et peptide, donc on peut faire ça en consultation, en ambulatoire, et on n'a pas besoin de retenir le patient, et surtout pour faire des KT itératifs, et c'est ce qui est vraiment difficile dans notre contexte. Une dernière question qui intéresse essentiellement la communauté cardiologique à laquelle j'appartiens, et puisqu'on est dans un congrès de cardiologie, chez ces patients âgés qui ont une hypertension artérielle pulmonaire associée à la HFpEF, donc est-ce que vous avez une préférence à une classe thérapeutique par rapport à d'autres? Alors, ce n'est pas des HTAP, hein, dans le cas de FPF, c'est des HTP, c'est des hypertensions pulmonaires associées à une cardiopathie gauche. Il y a 0 indication au traitement spécifique de l'HTAP dans cette indication. 0. Toutes les IP2E5, ça ne marche pas. Les stimulateurs de la guanylate cyclase, ça ne marche pas. Les antagonistes d'endothéline, ça ne marche pas. Les prostacyclines, ça tue les malades. Donc, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas traiter ces malades-là. Comme nous, en pneumo, on ne traite pas les malades qui ont des hypertensions pulmonaires sévères dans le cadre d'emphysème ou de fibrose pulmonaire. On ne les traite pas. On les traite, ceux-là, on les met sous oxygène. Les vôtres, on les met sous diurétique. Et on dit surtout ne pas traiter. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune évidence pour ça. Ça va peut-être changer, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune indication, même le sildenafil, tout le monde dit le sildenafil, les IP2E5, c'est bien. Il y a 0 indication pour ça. Ben, merci beaucoup. Je crois qu'on a un petit peu tardé. Donc, avant de libérer l'antenne, donc, je voudrais vous remercier pour cette excellente présentation. Donc, on a eu l'occasion de vous rencontrer il y a presque une année à Casablanca. Donc, on aimerait bien vous revoir un autre jour en présentiel. Donc, je remercie essentiellement les laboratoires Jensen de nous avoir donné cette occasion de vous écouter sur cette belle mise au point et mise à jour des connaissances concernant l'hypertension artérielle pulmonaire. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Sitbon, et on vous souhaite donc une bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup à vous et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de ces problématiques-là. En particulier en français, c'est très agréable. Merci beaucoup, merci Olivier. Beaucoup. Et avant de donner la parole à Monsieur le Président, je précise qu'au Maroc, l'hypertension artérielle pulmonaire maintenant, grâce au laboratoire Jensen, on dispose de trois principaux médicaments. Donc, on a le macitentan, Opsumit, et qui est remboursé par notre agence nationale d'assurance maladie, ce qui est une bonne chose pour ces patients. Et on a récemment le Selixipag, qui est aussi qui vient d'être commercialisé au Maroc. Il n'est pas encore remboursé, mais on espère que dans l'avenir il le sera. Voilà. Donc, je crois que je vais vous donner la parole, Monsieur Saïd, Monsieur. Merci beaucoup, merci Atif.